Bon, salut tout le monde. Pour fêter les 5000 abonnés, ben, on va faire un petit question-réponse, comme ça m'a été proposé là, par Max DIJ, là, je sais pas comment ça se prononce. Donc, sa première question, c'était quels sont les inconvénients et les avantages du métier de routier en Amérique. Bon, les inconvénients et les avantages. Les inconvénients, c'est à peu près les mêmes inconvénients qu'on retrouve en France, hein, que ce soit ici ou en France. Et les inconvénients, c'est toujours la même chose, hein, les chargements chez les clients, des coups ça va aller vite, des coups on va attendre longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? La circulation, forcément, les embouteillages. C'est comme chez nous, hein, c'est comme en France, quand on traverse des grandes villes, aux heures de pointe, forcément, il y a des embouteillages. Ça, c'est un peu partout, hein, c'est le métier qui veut ça. Ensuite, les intempéries, on va dire. Bon, les intempéries, c'est comme chez nous en France aussi. Bon, à part ici, il y a quand même plus de neige. Et- Mais bon, comme les pays sont équipés pour ça ici, donc la neige, elle est vite dégagée, quoi. Donc voilà, les inconvénients, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme inconvénients? Mais c'est à peu près les mêmes inconvénients qu'on retrouve en Europe, hein, enfin du moins en France, quoi. Il n'y a pas de grande différence. Voilà, au niveau des inconvénients. Après, les avantages, c'est toujours pareil, hein. Les avantages, c'est notre métier aussi bien ici qu'en France, hein. Notre métier est quand même particulier. On est sur les routes. Bon, on voyage. C'est vrai que les gens, ils s'imaginent toujours quand on dit je suis chargé, je m'en vais à. Quand j'étais en Europe, plutôt si je m'en vais à Lyon, les gens ils s'imaginent qu'on va dans le centre de Lyon, mais en général, on sait tous très bien que quand on va dans une ville, on va pas vraiment dans les centres-villes, on va surtout aux zones industrielles autour. Et ici, c'est pareil, quand on va à Chicago ou quand on va à Memphis, bien évidemment qu'on va pas dans les centres-villes, quoi. On va toujours autour. Après, ce qui fait le charme de notre métier, c'est tous les paysages qu'on voit sur la route, quoi. Euh, bon, après, je dirais le petit avantage qu'on a ici, c'est les cabines des camions. Il n'y a pas. Il n'y a pas à tergiverser. Là, je suis dans la couchette, c'est immense, quoi. On voit vraiment, ils ont basé. Les camions sont vraiment basés sur le repos du chauffeur. Alors c'est vrai qu'à l'avant, ça donne l'impression d'être un peu plus restreint, mais c'est malgré tout, c'est quand même assez bien. Et après, la couchette, forcément, j'ai un lit pratiquement de 2 places. Enfin, forcément, moi, quand je compare au camion que j'avais en France, ça fait. Souvent, je taquine un peu mon beau-frère. Je lui ai dit, la taille de ma couchette, elle fait la taille de ta cabine en entier, quoi. Donc les avantages par rapport à ça. Après, au niveau de la qualité, les véhicules européens sont quand même d'une meilleure qualité de fabrication, de finition. Les camions européens, ils sont quand même mieux finis, moins bruyants à l'intérieur. Alors c'est pas non plus un bruit assourdissant, je veux dire, mais c'est quand même. Moi, je me souviens, j'ai fini ma carrière avec un DAF. Enfin, fini ma carrière. J'ai fini de travailler en France, j'avais un DAF. Je me souviens que moteur en route, on ne l'entendait pas dans la cabine, quoi. Et voilà. Sinon, ouais, l'avantage de la cabine. En plus, les trajets, forcément, les trajets, c'est plus les mêmes. On voit des paysages qu'on a l'habitude de voir dans des films. Là, on les voit en vrai, quoi. Donc, voilà. Après, au niveau. Alors, je veux pas dire au niveau salaire, c'est pas la ruée vers l'or. On ne vient pas ici pour gagner des millions. Voilà. On gagne des salaires convenables. Mais voilà, c'est un peu plus qu'en France. Enfin, nous, on trouve qu'on vit mieux depuis qu'on est ici, mais c'est pas non plus pas le jackpot, hein. Après, il y a encore un avantage. Alors là, c'est pas vraiment, c'est par rapport moi au travail que je faisais. L'avantage que j'ai ici, c'est que, disons, je fais la même chose que je faisais quand j'étais en France, chez Norbert d'Entresang. Ici, je fais la même chose. Sauf que la différence, c'est qu'ici, j'ai une remorque. Alors ici, ils appellent ça un dry box. Moi, quand j'étais en France, j'ai appelé ça une remorque fourgon. Ça veut dire, une remorque fourgon, pour moi, c'est quoi? Comme le dry box que j'ai, quoi. C'est une remorque, ça a des parois en dur, comme un frigo, on va dire, mais c'est pas un frigo. Moi, j'appelle ça une remorque fourgon. Alors, si jamais quelqu'un connaît un autre nom qui dit, non, le vrai nom, c'est pas ça, c'est ça, j'aimerais bien qu'il le dise dans les descriptions. Mais moi, j'appelle ça une remorque fourgon. Donc, l'avantage ici, c'est que j'ai une remorque fourgon. Et aux États-Unis,
Moi, je parle des États-Unis parce que je fais principalement que ça chez TJB. Je prends des remorques chargées, je vais les livrer aux États-Unis et je les ramène chargées au Québec, mais je les vide pas. En général, je les vide pas et je charge jamais, quoi. Donc moi, aux États-Unis, c'est interdit d'aller sur les quais. Donc la plupart du temps, tu arrives chez le client, tu vas porter les papiers, tu te mets à quai, tu attends dans le camion qu'on te vide. Bien souvent, on te ramène même les papiers chargés, signés au camion. Même quand on charge des fois, ben, on vient au camion, tu signes les papiers, ils sortent. Et donc bah, c'est la même chose que je faisais chez Norbert, sauf que j'ai pas chez Norbert, j'avais une tote linéaire. Ici, c'est pas une tote linéaire, c'est un dry box. Et je dois même dire que depuis 2016 que je suis là, écoute, des totes linéaires, j'en ai vu, je sais même pas si j'en ai vu 6, 7, c'est tout. On voit rarement des totes linéaires. On voit souvent des remorques, ça fait des remorques, on dirait des remorques de train, là, ils poussent tous vers l'avant, là, c'est toute la bâche qui se coulisse vers l'avant. On voit beaucoup de ça, et puis beaucoup, bah, forcément, alors les flatbeds, là, les plateaux, des plateaux, tout ça. Mais vraiment, 95% du temps, ça va être des dry box. Vraiment, puis les frigos, mais pas de toute linéaire. Donc c'est aussi un avantage que moi je retire d'être ici, quoi. Tu te mets à quai, puis t'attends qu'on te vide. Voilà. Oh, sinon, bah, toujours Max, elle nous pose des questions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les restos par rapport à la France, quoi, les truck stops, les restaurants, la bouffe, quoi, en général. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors ça, au niveau de la restauration et tout ça, j'entends, je vois souvent parler, on se pose beaucoup de questions. La bouffe en Amérique, c'est pas bon, tout ça. Alors, alors c'est sûr qu'on n'a pas des petits comme chez nous. On sort l'autoroute, on prend une petite nationale, il y a un petit resto routier, on va manger. Alors, bah, c'est comme partout, hein. Des fois, on va tomber sur un bon resto routier, puis des fois, on va arrêter, puis c'est pas très bon, mais bon, on fait avec, quoi. Donc, bon, mais ici, il n'y a pas ça du tout, hein. Ici, la plupart du temps, c'est des truck stops. Donc, mais dans les truck stops, là, par exemple, je vois ici, le truck stop où je me suis arrêté, là, je suis allé voir. Bon, ben, déjà, le truck stop par lui-même, il propose de la nourriture. Là, je me suis pris, alors bon, je le sais, moi je suis fan des hamburgers. On peut dire ce qu'on veut, moi j'aime bien les hamburgers. Donc là, je me suis pris un hamburger avec des frites. À côté, il y avait un espèce de fast-food Taco Bell. Là, c'est pour manger des tacos, des tacos. Alors dans les truck stops, il y a souvent le truck stop par lui-même qui va proposer un peu de bouffe. Et puis il y a souvent un fast-food à coller. Ou alors des fois, il y arrive certains truck stops, il y a un restaurant qui s'appelle Dennis. Et ça, on pourrait comparer ça à peu près à un buffalo. Alors, c'est pas du tout la même bouffe, mais je veux dire, c'est le même genre de truc. Vous rentrez, vous arrivez, il y a une dame qui va vous placer à une table, il y a des menus, vous choisissez votre menu. Voilà. Alors, ensuite, ben, pour la vie de tous les jours, la vie du week-end aussi, je rassure les gens, il y a des très très bons restaurants au Canada et au Québec. euh, Nous, on va manger dans des restaurants, honnêtement. Ça n'a rien d'envier à la France, quoi. On se régale, c'est des très bons restaurants. Alors je pense que c'est comme chez nous, vous allez trouver, non, il n'y a pas que des restaurants gastronomiques partout dans les rues en France, quoi. Dans une ville, vous allez avoir un ou deux restaurants gastronomiques, puis après ça va être des restaurants un peu plus courants, comme on trouve d'abord au Québec. C'est pas des restaurants gastronomiques, mais c'est bon quand même. Donc voilà, il y a des très bons restaurants. Alors les Français, je sais qu'on est toujours un peu chauvin par rapport à la nourriture, mais pourtant, quand vous êtes dans un pays, vous apercevez que voilà, il y a des très bons restaurants. Donc voilà. Au niveau de la bouffe, bah, c'est tout ce que je peux dire. Bon, toujours Max, hein, décidément, lui avait vraiment beaucoup de questions. Donc là, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la circulation, la mentalité des autres conducteurs? J'imagine que c'est la question qui l'intéresse, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors la circulation, bah, j'en ai parlé un peu dans les inconvénients. Alors évidemment, bah, la circulation, c'est comme chez nous, hein, les heures de pointe, il y a des bouchons, il y a beaucoup de circulation. Moi par exemple, je vois quand je pars, admettons si je vais à Los Angeles, quand je pars de Montréal, bah, déjà je sais que je vais avoir des bouchons à Montréal, à Toronto, je vais avoir sans doute un petit peu de bouchons pour passer la douane. Alors si je passe par le nord, là par le Nebraska, le Wyoming, bah, donc je passe forcément à Chicago, donc là risque de bouchon à Chicago. Mais une fois tout ça passé, je sais que jusqu'à Los Angeles, je vais pratiquement, ouais, même plus de bouchons du tout, peut-être un léger ralentissement sur Las Vegas. Donc
Par moment, on arrive à faire des périodes. Alors nous, on roule à 100, 105. Et quand je vais sur Los Angeles, une fois que j'ai passé Chicago, j'arrive à faire des sets de environ un peu plus de 1000 km, on va dire 1020 km en 10 heures, 10 heures et demie. Mais alors qu'avant, c'est impossible. Dès que je pars de Montréal, je sais que je vais avoir plusieurs villes à traverser. Alors que bizarrement, quand je vais, si je vais sur Nashville, on a un client Le Banon, il y a 2000 km, donc c'est nettement moins loin. Et là, par contre, je sais que j'ai des risques de bouchons parce qu'il y a beaucoup de circulation, parce que je vais traverser. Alors déjà, toujours au départ de Joliette, je sais que j'ai Montréal, j'ai Toronto, j'ai la douane de Détroit. Après, j'ai une ville qui s'appelle Dayton. En ce moment, il y a des travaux, donc il y a des ralentissements. Après, je sais que j'ai Cincinnati, c'est pas toujours facile à traverser. Louisville, c'est pareil. Louisville, voilà, c'est des villes au risque de bouchons, tout ça. Alors, il n'y a que 2000 km, mais j'arrive pas à travailler de la même façon que quand je vais sur Los Angeles, parce que après avoir passé Chicago, dès qu'on commence à s'éloigner un peu, on arrive dans l'Iowa, Nebraska, tout ça. Puis c'est vraiment des grandes étendues, donc moins de concentration de voitures, donc ça roule nettement mieux, quoi. Après, au niveau de la mentalité, alors c'est marrant parce que quand vous roulez, admettons si un camionneur vous double, ben, si jamais vous le regardez, il va vous faire signe bonjour, ou si vous doublez un camionneur, lui va vous regarder, il va vous faire signe, un petit signe bonjour. À côté de ça, il y a des petites choses qui nous énervent, nous, en tant que Français, qu'on a du mal à faire. C'est, bah, par exemple, il y a un camion qui rentre sur l'autoroute, vous allez vous écarter. Alors, les Américains, eux, ils ne sont pas bridés, nous, on est bridés à 105. Bah, vous allez vous écarter, le gars, il rentre sur l'autoroute, et pourtant, vous avez pratiquement fini de le doubler, mais lui, il s'en fout. Lui, il va accélérer et il repart. Il va vous faire signe merci, puis voilà, il repart. Et la chose qui m'énerve des fois au Canada, c'est qu'au Canada, bah, on est tous bridés à 105. Et ça m'arrive des fois, bah, je me déporte pour laisser rentrer le gars. Le gars, bah, il accélère, il prend sa vitesse, il se met à 105, puis d'un coup, bah, vous vous retrouvez que vous êtes là, comme un con, et lui à 105, et puis voilà, il a pris sa vitesse. Il ne vient pas l'esprit de dire, ben tiens, c'est sympa, il m'a laissé rentrer, je vais ralentir un peu, il ne sera pas de maintenant. Donc, bah, vous n'avez plus qu'à ralentir et vous mettre derrière. Et alors ça a le don de m'énerver, ouais, forcément. Mais voilà, à part ces petites choses-là, la mentalité, voilà, elle est plutôt cool. Toujours un petit signe, vous croisez un camion sur une petite route, hop, le gars va faire un petit signe. Voilà, sinon la mentalité, ça va encore, c'est plutôt pas mal. Bon, alors toujours Max DIJ, là, DIJ, oui. Alors la France te manque-t-elle? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Et aussi, je voudrais savoir les endroits dangereux. Sans doute, est-ce qu'il y a des endroits dangereux en Amérique, hein? Sans doute qu'ils voient la télé, ce qu'on voit toujours dans la télé. On a l'impression que tout le monde en Amérique est armé, quoi. Donc voilà, il veut savoir est-ce qu'il y a des endroits dangereux. Ouais, bon, alors donc les endroits dangereux, on va lui répondre tout de suite. Moi, depuis 2016, hein, j'ai fait mon premier trajet fin mai, la dernière semaine du mois de mai 2016. Et depuis que j'ai commencé, je me suis jamais senti en insécurité quelque part. Jamais, jamais. Et pourtant, depuis que je suis là, je crois que j'ai pratiquement fait tous les États des États-Unis. Il m'en manque quelques-uns là dans la région de New York. Et après, j'ai traversé le Canada. J'avais chargé au New Brunswick. Je suis allé livrer à Vancouver. Donc, j'ai traversé le Canada d'est en ouest. Puis honnêtement, je ne me suis jamais senti en insécurité quelque part. Il y a eu une fois une chose rigolote qui nous est arrivée. On s'en allait livrer à Los Angeles. Alors vraiment dans la banlieue collée à Los Angeles. Et puis bah, on était à la sortie de l'autoroute, il y avait un feu rouge. Et puis j'attendais que le feu passe au vert, mais c'était un gros carrefour, donc le feu il venait de passer rouge, il était assez long. Et puis je discutais avec mon co-driver, j'étais encore dans mon autre entreprise, on roulait en double. Et puis d'un seul coup, je tourne la tête sur la gauche, puis je voyais une voiture avec un monsieur assez baraqué, black. Puis il me regarde et puis il me fait ça. Alors je dis, ah, t'as vu? Alors il dit, bah ouais, alors nous on avait peur, on se dit, bah tiens, du coup on a fermé le camion à clé, tout ça. Puis le gars, je vois qu'il se dirige vers moi, et là on commence à paniquer, puis il me dit baisse le carreau, alors je baisse le carreau, puis il commence à rigoler, à me taper dans la main, puis en fait il m'avait fait une farce. Et c'était parce qu'il faisait partie, il y a des clients aux États-Unis, notamment celui-là où on allait, ben, l'entreprise qui a commandé la marchandise, ils n'ont pas de Fenwick, ils n'ont pas de gens pour décharger les camions. C'est des sociétés privées qui viennent faire ça. Et donc, dans ces cas-là, ben, comme là, c'est à mon patron à payer, quoi. Et du coup, ce gars-là, il fait partie de cette société. Puis, ben, plus ou moins, il connaît les camions qui viennent livrer là. Puis, du coup, lui, il nous a dit, ben, suivez-nous.
Donc nous au début on l'a suivi en se demandant, mais on suivait quand même notre GPS. Et comme on voyait avec le GPS qu'il suivait exactement la route de notre client, puis après il nous a même rentré dans le client. Et en fait, bah, il nous a fait une farce, quoi. Il voulait, c'était plutôt sympa, quoi. Il nous a amené jusqu'à chez le client. Mais à part ça, à part cette farce-là, je me suis jamais senti en insécurité ici. Ensuite, par rapport à la France, est-ce que la France, elle me manque? Alors, je ne vais pas dire que la France, elle me manque, puisque de toute façon, on va en France quand on veut. On prend l'avion, on a vite fait d'aller en France. Moi, j'ai de la famille, j'ai pas de soucis pour me rendre en France. Donc la France, elle ne me manque pas, mais je ne critique pas non plus la France. D'ailleurs, j'arrête pas de dire à mes amis québécois, là, des amis québécois, quand on discute, je dis en France, alors moi je suis assez chauvin, j'aime bien ma région qui est Boulogne-sur-Mer. Pour moi, j'arrête pas de dire c'est la plus belle région de France parce que je suis assez chauvin, mais on est tous plus ou moins chauvins de notre région et c'est normal. Mais je leur dis aussi, en France, n'importe où vous allez en France, eh ben, il y a quelque chose de beau à voir. Il y a toujours, n'importe quel endroit de France, n'importe quel village ou ville, il y aura toujours quelque chose de beau à voir. Et c'est ça que j'ai de la France. Mais voilà, la France, elle ne me manque pas. Alors, je vais en France, là, j'y suis retourné en 2019. Alors là, quand je suis en train d'enregistrer la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la diffuser, mais on est le 30 juin 2024. J'y suis pas retourné depuis le 2019. Bon, ça ne me manque pas plus que ça. En plus, on dit la famille, malgré tout, avec les moyens techniques qu'on a maintenant, les tablettes et tout ça, on se voit régulièrement en visio. Alors c'est toujours pas pareil que le contact humain, mais déjà ça aide. Donc non, la France ne me manque pas vraiment par rapport à ça. J'y vais quand je veux. Et puis nous on est tellement bien au Québec que de toute façon, là on a une autre résidence permanente et l'aboutissement de notre projet, c'est vraiment d'avoir la citoyenneté canadienne, quoi. Donc voilà, non, à ce sujet-là, la France, elle nous manque pas. Bon, on va changer sans doute un peu de registre, hein. Donc là, c'est Alex John qui pose une question. Est-ce que c'est plus difficile d'être camionneur en Amérique qu'en France? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bon, alors déjà, Alex Jones, lui, je fais un petit coucou particulier parce que lui, c'est un camionneur que j'ai vu une fois, là, je faisais le plein à Tilbury, là. Alors Tilbury, c'est une ville qui se situe à une demi-heure de la frontière US, là. C'est à Windsor, enfin c'est avant Windsor, la frontière Windsor-Détroit, là. Et puis il est venu me voir, là, et me dire un petit coucou, tout ça, on a un peu discuté. Alors il est super gentil. En plus, je fais une belle caresse de tendresse à son chien, là, Billy. Toute mignonne, là, elle était avec lui, là. Et voilà, donc je fais un petit coucou particulier à Alex, quoi. Et puis après, la différence entre est-ce que c'est plus compliqué ou pas, je dirais non, le métier. Alors, la différence qu'il y a ici, c'est vrai que les camions sont plus grands. Mais sinon, alors est-ce que c'est parce que moi j'avais de l'expérience en France, j'avais 25 ans d'expérience en France, du coup, je trouve pas ça plus compliqué de rouler ici qu'en Europe, quoi. En Europe, j'aurais tendance à dire c'est plus de contraintes parce qu'au niveau des heures, hein, c'est pas du tout les mêmes heures de travail, de conduite, tout ça. Donc c'est un peu plus technique, il faut bien gérer ses heures et tout ça. Mais voilà, après ici on a des heures à respecter aussi, quoi que les gens pensent, hein. Il y a des heures à respecter, et puis attention, la police elle est très stricte, hein, elle surveille ça. Sinon, non, c'est pas plus compliqué d'être routier ici. Forcément, ici, il y a vraiment la différence, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence des paysages et tout ça, ça fait vraiment des paysages qui font rêver parce que c'est des paysages qu'on voit dans des films, forcément. Mais sinon, voilà, non. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de difficultés supplémentaires. Alors maintenant, on va passer à une question de Frédéric Brilot, hein, B-R-Y-L-O. Bon. Alors lui, il y a deux questions. Est-ce que quand tu roules en Amérique, tu restes en kilomètres ou en milles? Et aussi, il veut savoir à quoi servent les panneaux solaires. Ouais. Alors donc, Frédéric, tout simplement, quand je passe en Amérique, moi dans mon camion, là, j'ai la possibilité d'afficher, d'abord j'ai fait une petite photo là, donc j'ai la possibilité d'afficher les kilomètres et les milles en même temps. Donc moi j'affiche les deux parce que c'est plus pratique. Par exemple quand admettons, je sais que genre 55 miles, ça fait 90 km/h, tout ça, mais des fois il y a des endroits dans des sorties, ça va être 35 miles ou 20 miles ou 25 miles, tout ça, et là, moi je ne connais pas tout par cœur. Donc moi j'ai la possibilité d'afficher les deux. Dans mon ancien camion,
Bah, c'était pas le même système parce que là, moi, j'ai un compteur digital, mais avant, c'était avec des aiguilles. Et dans le tableau de bord, il y avait les deux. Il y avait les kilomètres-heure et il y avait les miles d'afficher avec. Donc, voilà. Ensuite, bah, les panneaux solaires. Les panneaux solaires, j'ai déjà demandé. Alors, ça sert à... Quand le camion est à l'arrêt, on a beaucoup de... J'ai le frigo qui tourne en permanence. On a pas mal de trucs informatiques qui tournent en permanence dans le camion. Donc ça permet de toujours avoir une certaine charge dans les batteries de façon à jamais être embêté quand on doit mettre en route le camion après une longue période d'arrêt, quoi. Voilà à quoi servent les panneaux solaires. Alors, je suis pas fan, hein, ça fait pas beau, j'aime pas ça moi. Mais bon, j'ai pas le choix, hein, ils ont installé ça, hein. Voilà à quoi ça sert les panneaux solaires. Alors Laurent, maintenant on a David Martin qui a lui des questions concernant alors, les bitrins. Donc qu'est-ce que tu peux lui répondre? Il veut savoir la longueur, le poids, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors au sujet des bitrins, alors il faut savoir de quoi on parle parce qu'il y a à la fois les bitrins et les trains routiers. Alors les trains routiers, qu'est-ce que c'est? C'est un tracteur avec une semis. Derrière la semis, on rajoute un dolly, comme on dit chez nous en France, et on vient accrocher sur ce dolly une autre semis, hein, comme sur la photo là. Là, ça s'appelle ça un train routier. Et un train routier, la longueur maximale est aux alentours de, on va dire, 40 mètres, parce que déjà, nous, une semis toute seule, elle fait 16 mètres 20. Donc 16 mètres 20, en clair, c'est la longueur. Un camion européen, il fait, avec le tracteur, il fait 16 mètres 50 si je me souviens bien. Et nous, rien que la remorque fait 16 mètres 20. Donc une semis toute seule, avec le tracteur et la remorque, on fait 23 mètres. Tu rajoutes une remorque de 16 mètres 20, plus les petits espaces avec le dolly, là, ça fait aux alentours de 40 mètres. Et après, il y a les bitrins. Alors là, le bitrin, c'est différent, comme sur la photo, là. Le bitrain, c'est quoi? C'est un tracteur, une semis, mais à l'arrière de la semis, il y a une sellette. Et cette sellette, on vient accrocher une autre remorque dessus. Donc, il n'y a pas ce dolly entre les deux. Donc, c'est pareil, ça peut aller jusqu'à 40 mètres. Et après, au niveau du poids maximal, pour ces deux véhicules, c'est 67 tonnes 500. Sachant que dans le code de la route du Québec, il est prévu que la remorque la plus lourde doit être attachée au tracteur. Alors maintenant, on va aborder un gros sujet. Alors, il y en a beaucoup qui sont intrigués par rapport à tous ces problèmes-là, les balances, les pesées. Hein. Donc là, on a Nicolas Inox, on a Tropique avec 3 i, hein. On a Titine, on a France Laval, et puis on a Choco 812. Alors eux, ils sont vraiment... ils se posent beaucoup de questions par rapport aux balances, des questions en tout genre. Hein. Pourquoi il y en a qui passent alors que toi tu es en train de peser, ils ne passent pas, pourquoi il faut peser, enfin tout un tas de trucs là. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en gros le système, les balances, comment ça se passe quoi? Alors là, les balances, c'est un vaste sujet. Pourquoi on doit peser? Alors, j'ai déjà fait, je vais vous mettre en lien là, dans les descriptifs, là, si je sais le faire, je vais regarder là. J'ai déjà fait une vidéo au sujet de la pesée, enfin, j'ai déjà fait dans certaines vidéos à les peser, j'ai déjà fait voir aussi pourquoi on bouge les essieux et comment on les bouge pour ajuster les poids et pourquoi on pèse régulièrement. Alors, il y a une loi au Canada, aux États-Unis, au Canada aussi, ils ont une loi, mais elle est un peu plus souple qu'aux États-Unis. Alors aux États-Unis, les lois, on doit répartir les poids sur les essieux. Donc comme sur la photo. Donc à l'avant, c'est 12 000 livres. Alors désolé, hein, il parle en livres, je suis incapable de vous dire en kilos, vous ferez bien la conversion. Donc à l'avant, c'est 12 000 livres. Sur les deux essieux du tracteur, c'est 34 000 livres. Et les deux essieux de la remorque, c'est 34 000 livres. Donc, quand on roule sur les routes des États-Unis, on a l'obligation d'être en règle avec les poids. Donc, déjà, on va peser quand on fait un chargement qui est un peu lourd. On veut être sûr d'être bon dans les poids partout. Donc, déjà, on se rend dans les balances, dans les truck stops. Donc, nous, on choisit la société de balance 4 Scale. J'ai déjà fait une vidéo que je vais peser chez eux, là.
parce que c'est des balances certifiées. Et en plus, quand on passe sur une balance chez eux, on paye la balance. Ils pèsent essieu par essieu et poids global de l'ensemble. Hein. Donc quand vous additionnez 34 plus les 12, ça fait 80 000 livres. Et quand vous payez, on passe comme un contrat avec eux. C'est-à-dire que si on viendrait à passer dans une balance d'État, une balance qu'il y a sur les autoroutes et tout ça, et que la balance viendrait nous dire « Ah mais vous n'êtes pas bon dans les poids, tout ça », et qu'ils nous mettent une amende, et Casquel, eux, ils vont nous défendre. Ils vont prendre des avocats, ils vont dire « Non, non, notre balance, elle est bonne », enfin ils vont nous défendre jusqu'au bout. Donc voilà, on pèse pour ça, pour être bon dans les poids. Et puis après, on doit, selon le poids comme on est, on doit ajuster en bougeant les essieux selon... mais ça, je vais voir dans la vidéo, là, je vous le mettrai en descriptif. Comme ça, vous irez voir pourquoi on bouge les essieux. Ensuite, la question est, pourquoi certains, alors que moi je rentre dans la balance, pourquoi certains ne rentrent pas dans la balance? Alors, comme vous allez voir sur les photos, là, il y a différents systèmes. Alors quand on est sur l'autoroute, il y a un moment où on voit comme un lampadaire, ça fait un grand lampadaire, là, comme on voit sur les photos, avec des détecteurs. Et certaines compagnies, comme la compagnie où j'étais avant, on avait un transpondeur dans la cabine. Et alors un transpondeur, c'est un abonnement, j'imagine, qu'ils doivent prendre. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans tout le cas. Nous, on avait ça. Et les détecteurs, quand on passait sous les détecteurs, le transpondeur, bien souvent, il sonnait vert. Ça veut dire quand il sonne vert, pas besoin de rentrer dans la balance. S'il sonne rouge, faut rentrer dans la balance. Et il y a surtout un truc, une loi, hein, enfin, c'est ce que tout mon patron nous disait. Quand la balance elle est ouverte, si le transpondeur sonne vert, tu passes la balance. S'il sonne rouge, tu rentres dans la balance. Et s'il sonne pas et que la balance est ouverte, tu rentres dans la balance. Donc bien souvent, on approche une balance. Et alors ça arrive certaines balances, comme vous allez trouver ce panneau là, qui dit, en fait c'est écrit en anglais, mais ça veut dire qu'on doit suivre le signal de notre transpondeur. S'il y a sonné vert ou rouge, on doit le suivre, quoi. Et alors moi j'en ai pas, donc dès qu'il y a une balance ouverte, je dois rentrer dans la balance. Donc les balances ouvertes, à chaque fois on voit, il y a les panneaux, il est marqué West Station. Et en dessous, vous avez soit un panneau lumineux, comme là on voit, alors soit ça va être marqué Closed, Open, voilà, il y a des panneaux. Des fois c'est une pancarte qui reste tout le temps, je sais pas comment ils font, d'abord elle reste dessus, fixe quoi. Et après, quand on passe aussi devant une balance, des fois vous avez ce panneau-là. Ce panneau-là dit que quand on rentre dans une balance, ça fait une sortie forcément pour être dans la balance. Et ce panneau-là, il dit, si la balance, il y a la queue jusqu'au bord de l'autoroute, on ne doit pas rentrer dans la balance parce qu'on ne doit pas commencer à faire la queue alors que l'arrière de notre remorque, il va être encore sur l'autoroute, quoi. Ce serait trop dangereux. Ensuite, il y a aussi des panneaux, alors comme là, le panneau là, lui, il dit balance fermée. Alors là, c'est balance fermée. Mais alors, des fois, la balance, elle est ouverte. Et ce panneau-là, il sert aussi. Alors comme là, comme sur la photo, là, vous voyez les deux plaques qui sont au sol. On passe dessus avec le camion et je sais pas, il doit détecter déjà notre poids. Et s'il détecte que notre poids est bon, au moment où on arrive au niveau de ce panneau-là, il va nous marquer Truck Bypass Weight Bridge. Ça veut dire il a détecté sur l'autoroute qu'on est bon dans les poids, donc il dit tu peux contourner la balance, ça n'a pas besoin de rentrer. Ou à contrario, il peut nous marquer aussi camion, tu dois rentrer dans la balance, quoi. Ensuite, il y a tout un tas de panneaux qui nous indiquent qu'on approche une balance. Comme sur le panneau, les camions de plus de tant de tonnes doivent rentrer à la balance. Même les camions en matière dangereuse avec les plaques étiquettes de matière dangereuse doivent rentrer dans la balance. Là aussi, comme vous pouvez voir sur la balance, il y a certaines balances. Ça fait balance et derrière on voit le hangar. Là. Le hangar il sert à, des fois ils peuvent nous faire rentrer là-dedans et faire comme un contrôle complet avec une fosse. Ils vont en dessous du camion, ils contrôlent tout le camion. Ou alors, comme cette balance-là, là sur la photo, eux, ils n'ont pas de hangar, mais il y a la place de parking à côté. Là, ils peuvent vous faire aller là. Alors, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller se mettre en dessous, mais ils vont quand même faire un gros contrôle, l'éclairage. Ils vont taper avec le marteau sur les pneus, ils vont contrôler les heures de conduite, tout ça, les papiers du véhicule. Voilà. Une balance, ça ne sert pas que à être pesée, ça sert aussi par moment à avoir un contrôle complet du camion. Sinon, voilà, les pesées, oui, c'est obligatoire. Alors,
pour tout le monde, hein, bien sûr, sauf ceux qui ont des transpondeurs. Si le truc qui sonne vert, il ne rentre pas dans la balance. Mais sinon, ouais, la pesée elle est obligatoire. Voilà. Donc bah, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Et puis euh, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, posez-les. Et puis je ferai un autre question-réponse. Alors si je vois que c'est encore des questions, les mêmes choses, hein, qui concernent les balances et tout ça, bien entendu, je ne vais pas en parler, quoi. Mais voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis encore merci, hein, aux 5000 abonnés de supporter ma chaîne. Et puis on va essayer d'atteindre les 6000 maintenant. Allez, bye bye à tous. Salut.